Si vous arrêtiez 1000 personnes au hasard dans la rue et leur demandiez quel est votre but dans la vie, je parie qu'une réponse reviendrait presque toujours. Être heureux. Ça semble couler de source. Et pourtant, qu'est-ce que ça veut vraiment dire être heureux? Et sommes-nous seulement sûrs de savoir ce qui nous rend heureux? Est-ce l'argent, la réussite, l'amour, le succès peut-être? Depuis toujours on recherche la recette du bonheur. Et si je vous disais que depuis 80 ans, des chercheurs d'Harvard se sont posés la même question? Ils ont suivi des centaines de personnes, année après année, pour tenter de percer le secret d'une vie épanouie. Leur conclusion pourrait bien changer votre façon de voir le bonheur. Bienvenue à tous, ici Prospect Theory. Je suis diplômé d'un master de recherche en économie et finances comportementales, mais surtout, je suis fasciné par le comportement humain. Pourquoi prenons-nous certaines décisions plutôt que d'autres? Pourquoi sommes-nous parfois irrationnels sans même nous en rendre compte? Et quels sont les mécanismes invisibles qui influencent nos choix au quotidien? Sur cette chaîne, on va explorer ensemble les biais cognitifs, les pièges de notre cerveau et toutes ces bizarreries psychologiques qui façonnent notre manière de penser, d'agir et parfois même d'être heureux. Si vous aimez comprendre comment et pourquoi nous fonctionnons comme nous le faisons, alors abonnez-vous et activez la cloche. Ici on va creuser tous les sujets en profondeur, mais toujours avec une approche ludique et accessible. Alors sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet. Pour vous permettre de comprendre l'étendue de cette recherche, permettez-moi de vous planter un peu de contexte. Tout commence à Harvard en 1938. À cette époque, les États-Unis sortent péniblement de la Grande Dépression et on s'interroge énormément sur ce qui permettrait de relancer l'économie. Entre les débats sur l'introduction de la sécurité sociale et l'assurance chômage, on veut avant tout comprendre quels sont les facteurs favorables qui permettent aux individus de réussir leur vie. C'est dans cet élan que naît l'étude de Grant, du nom de son fondateur William Thomas Grant, et qui se lance un pari fou, suivre des centaines de personnes tout au long de leur vie pour percer les mystères du bonheur. L'approche est innovante. L'étude ne cherchera pas à étudier ce qui rend les gens malades pour comprendre leur état de santé, mais vous cherchez à comprendre ce qui les rend heureux. L'étude suit alors 268 étudiants de Harvard de sexe masculin, tous jeunes, ambitieux et considérés comme l'élite de leur génération. En parallèle, l'étude de Gleick voit également le jour et suit 456 garçons issus des quartiers les plus défavorisés de Boston. Ils ont tous grandi dans des conditions difficiles, mais à 14 ans, ils ont réussi à éviter la délinquance. Ces deux études sont menées séparément pendant des années, avant d'être fusionnées sous une seule et même bannière, donnant naissance à ce qui deviendra la plus longue recherche jamais menée sur le bonheur humain, The Harvard Study of Adult Development. L'ampleur de l'étude est inédite. En plus de 80 ans, l'étude a conservé 84% de ses participants initiaux. Et elle continue encore aujourd'hui avec leurs enfants et leurs petits-enfants. C'est plus de 1300 personnes suivies. C'est tout simplement du jamais vu dans ce domaine de recherche. À titre de comparaison, une étude longitudinale de la sorte ne dure généralement que quelques années et ne parvient à garder qu'entre 20 et 50% de ses participants. Tous les 2 ans, les participants répondent à de longs questionnaires sur leur santé, leur travail, leurs relations et leur bien-être. Mais ce n'est pas tout. Les chercheurs collectent aussi des données médicales. Analyse de sang, scanners cérébraux, échantillons capillaires pour mesurer le niveau de stress. Bref, un check-up médical des plus complets réalisé tous les 5 ans. L'objectif, ne pas se contenter des souvenirs et impressions des participants, mais obtenir des mesures objectives de leur bien-être, pour comprendre ce qui les rend réellement heureux et en bonne santé. Alors maintenant, après plus de 80 ans d'observation, qu'est-ce que ça donne? Depuis des décennies, et encore aujourd'hui, nous sommes bercés par certaines croyances sur ce qui nous rendrait heureux. L'idée que le bonheur dépend de la richesse, du succès professionnel ou encore de la célébrité est profondément ancrée dans notre société. Mais ces idées sont-elles seulement fondées? Prenons l'argent par exemple. Beaucoup pensent que l'argent est la clé du bonheur. Et il est vrai qu'un certain confort matériel est essentiel. Ne pas se soucier du paiement du loyer ou des courses réduit considérablement le stress quotidien. Si l'idée que l'argent achète le bonheur est si fortement ancrée, c'est qu'on voit chaque jour comment il affecte nos vies. Aux États-Unis, les personnes à plus haut revenu peuvent espérer vivre 10 à 15 ans de plus que les personnes à faible revenu. L'étude d'Harvard pose le même constat. En moyenne, ceux qui ont fait des études supérieures ont eu des revenus nettement plus élevés que ceux de l'autre groupe et ils ont vécu 9,1 années de plus. Pour autant, est-ce tout ce que l'on peut en dire? Pas du tout. En fait, ces résultats ne montrent qu'un extrême et ne suffisent pas à eux seuls à arriver à une conclusion satisfaisante. Si l'on veut véritablement comprendre comment l'argent influence notre niveau de bonheur, il faut voir comment une quantité de richesse donnée en plus nous procure une quantité de bonheur supplémentaire. Une étude menée en 2010 par Daniel Kahneman et Angus Deaton, lauréat du prix Nobel et précurseur de l'économie comportementale, montre que les niveaux de bonheur stagnent après un certain niveau de revenu. Ils estiment alors celui-ci à 75 000 $ par an, qui constitue à l'époque le revenu familial moyen aux États-Unis. Dès lors qu'un ménage dépassait ce chiffre pivot, il n'y avait plus de relation claire entre les montants que les gens gagnaient et le niveau de bien-être émotionnel. Matthew Knigsworth nuance cette idée. Son étude suggère que le bonheur continue d'augmenter légèrement au-delà de ce seuil, mais de manière très marginale. En d'autres termes, gagner 500 000 $ au lieu de 100 000 $ ne vous fait pas 5 fois plus heureux. Ces mêmes résultats sont corroborés par les observations effectuées par l'étude d'Harvard.
La conclusion reste la même. C'est au niveau de revenus les plus bas, lorsque l'argent sert à satisfaire les besoins fondamentaux, que l'argent compte le plus. Une fois ce seuil dépassé, l'argent semble peu, voire sans importance pour atteindre le bonheur. Alors si on abandonne cette piste, qu'en est-il du succès professionnel? Là encore, notre société valorise l'ascension sociale et la réussite professionnelle comme des sources majeures d'épanouissement. Mais les données montrent que ceux qui font passer leur travail avant tout ne sont pas les plus heureux et même sont plus isolés et stressés. Une enquête menée par l'Université de Californie sur 4000 employés a révélé que les personnes les plus engagées dans leur travail déclaraient souvent un fort sentiment d'accomplissement, mais aussi un niveau de stress et d'anxiété bien supérieur à la moyenne. Une autre étude menée par la London School of Economics montre que les personnes les plus ambitieuses ont plus de succès, mais ne sont significativement pas plus heureuses et souffrent même d'un taux de dépression plus élevé. Les résultats de l'étude d'Harvard ne diffèrent pas, et soulignent que les personnes les plus épanouies à 60 ans ne sont pas forcément celles qui ont les carrières les plus impressionnantes. Changeons de tactique alors, et parlons statut. Malheureusement, c'est bien pire lorsque l'on s'intéresse à la poursuite de la célébrité et du statut social. Une étude de Rochester montre que les personnes qui recherchent la célébrité et la reconnaissance sociale ont un niveau de satisfaction bien plus faible que celles qui privilégient par exemple les relations humaines ou le développement personnel. Plus inquiétant encore, une étude menée sur 214 célébrités révèle que leur espérance de vie moyenne est inférieure de 7 ans à celle du reste de la population, en raison d'un stress chronique et d'une plus grande vulnérabilité aux addictions. Alors si l'argent, le succès et la reconnaissance sociale ne sont pas les clés du bonheur, qu'est-ce qu'il est? Après plus de 80 ans de suivi, l'étude d'Harvard est arrivée à une conclusion sans appel. Ce qui nous rend heureux et en meilleure santé, ce sont les relations sociales. Plus que n'importe quel autre facteur pris en compte, aucun ne compte autant que la qualité des liens que nous entretenons avec les autres. L'étude a montré que les personnes ayant des relations fortes, qu'il s'agisse de la famille, d'amis ou de leur communauté, vivaient en moyenne plus longtemps et en meilleure santé mentale et physique que celles qui étaient isolées. Ni le taux de cholestérol d'un individu ni aucun autre facteur n'était meilleur pour prévoir comment ils allaient vieillir que leur degré de satisfaction dans leur relation. Autrement dit, les individus les plus socialement connectés à 50 ans étaient ceux en meilleure santé physique et mentale à 80 ans. A l'inverse, ceux qui se sentaient seuls voyaient leur santé décliner plus rapidement. Et cela s'applique même aux relations amoureuses. Les couples s'entendant bien en vieillissant affichaient un niveau de bien-être bien plus élevé. Même en souffrant de douleurs physiques, ils restaient de bonne humeur. A l'inverse, les couples en conflit ressentaient davantage la douleur et l'impact du stress. L'étude va plus loin encore puisqu'elle révèle qu'il ne s'agit pas simplement de multiplier les liens sociaux, mais plutôt d'entretenir des relations de qualité. Avoir quelques liens profonds et sincères s'avère bien plus bénéfique que d'avoir beaucoup de connaissances superficielles. Une étude complémentaire menée sur les participants a révélé que la qualité des relations, autrement dit la confiance et le soutien que vous y puisez, était un meilleur prédicateur de bonheur que le nombre d'amis ou de connexions sociales. A l'inverse, les participants ayant des relations conflictuelles voyaient leur niveau de stress et d'anxiété grimper en flèche. D'après les directeurs actuels, Robert Waldinger et Mark Schultz, l'explication se trouverait à l'origine de notre espèce. Pour survivre, le corps et le cerveau d'Homo sapiens a évolué pour encourager la coopération. En ce sens, l'être humain a évolué pour être connecté à ses pairs. Scientifiquement, nous avons besoin de nourriture, d'activité physique, d'un but, et nous avons aussi besoin des autres. De la même manière que notre cerveau réagirait à la présence de nourriture dans notre estomac, il réagit également au contact avec autrui. Vestige de notre évolution, une interaction positive indique à notre corps que nous sommes en sécurité, libérant l'hormone du bien-être et régulant notre système nerveux. A l'inverse, les interactions négatives nous donnent le sentiment d'être en danger et incitent l'organisme à produire des hormones de stress, comme l'adrénaline et le cortisol. Si l'étude d'Harvard est inédite dans son envergure, elle n'est pas la seule à arriver à ce même constat. Plusieurs autres grandes études longitudinales se concentrant sur la santé et le bonheur témoignent de l'importance des liens humains. Peu important les sujets, une découverte demeure, les liens sociaux sont essentiels à notre bien-être. Si les relations humaines sont le moteur principal du bonheur, pourquoi avons-nous tant de mal à le voir? Eh bien, la réponse tient en grande partie à nos biais cognitifs. Commençons par le biais d'impact. Nous avons tendance à surestimer le niveau de bonheur futur que nous procurera un événement particulier. C'est ce qu'on appelle le biais d'impact. Plusieurs études tendent à montrer que qu'il s'agisse d'une promotion, d'un déménagement ou d'un gain financier important, nous surestimons systématiquement la durée et l'intensité du bonheur que ces événements nous procureront. Exemple, une étude de Daniel Gilbert a montré que les gagnants du loto retrouvent leur niveau de bonheur initial environ 1 an après avoir gagné. Et de la même manière, lors d'un événement tragique, les individus finissent par s'adapter et retrouvent généralement aussi leur niveau de bonheur après un certain temps. Ce phénomène hyper intéressant, c'est le principe de l'adaptation hédonique. Nous nous habituons rapidement à nos nouvelles conditions de vie. Une fois l'excitation initiale passée, notre niveau de satisfaction retombe au point de départ. C'est ce qui explique pourquoi l'achat d'un nouvel objet de luxe ne nous rend pas heureux sur le long terme. Nous nous y habituons. Nous avons également tendance à donner plus de valeur à ce qui nous apparaît comme rare ou difficile d'accès. Ce phénomène est appelé effet de rareté, et il influence directement notre perception du bonheur. Plusieurs chercheurs en psychologie comportementale montrent que nous sommes plus attirés par ce qui nous semble limité, exclusif ou prestigieux. Une étude de 1975 a montré que les gens trouvaient des cookies plus savoureux lorsqu'ils étaient en quantité limitée que lorsqu'ils étaient abondants. Ce biais cognitif est surexploité en marketing, les marques n'hésitant pas à le faire jouer à leur avantage en affichant des stocks limités ou des offres temporaires visant à provoquer un sentiment d'urgence mais surtout un effet de rareté conduisant à accorder plus de valeur à un objet qu'on sera peu à posséder.
Appliqué au bonheur, cela signifie que nous valorisons excessivement des objectifs comme l'argent ou le statut social car ils nous semblent rares et difficiles à atteindre. Et d'un autre côté, nous sous-estimons les bienfaits quotidiens de nos relations humaines car nous apparaissant comme plus facilement disponibles. Autre piège, nous avons tendance à évaluer notre bonheur en nous comparant aux autres. Il s'agit du biais de contraste ou de comparaison sociale. Notre perception du bonheur est souvent relative. Une étude menée en 1996 a montré que les employés préféraient gagner 50 000 euros par an dans une entreprise où la moyenne salariale est de 40 000 plutôt que de gagner 60 000 euros par an là où la moyenne est de 70 000. Tout serait donc une question de contraste. Et cette même perception biaisée peut s'avérer une véritable entrave à l'estime de soi et au bonheur personnel. Avec les réseaux sociaux, ce biais est devenu encore plus puissant. Une étude publiée en 2017 par le Journal of Social and Clinical Psychology a révélé que plus de temps on passe à scroller sur Instagram, plus on est susceptible de ressentir de l'anxiété et une baisse de l'estime de soi. Et ça va encore plus loin, puisque des recherches ont montré que même lorsque la comparaison est en notre faveur, plus nous nous comparons aux autres, moins nous sommes heureux. En d'autres termes, peu importe notre situation, notre manie de nous comparer aux autres est un véritable frein à notre quête du bonheur. Des biais comme ça, il y en a potentiellement plein d'autres auxquels nous sommes plus ou moins sensibles en fonction de notre personnalité, nos préférences et notre environnement. Finalement, le plus troublant dans cette quête du bonheur, c'est que notre propre cerveau nous induit en erreur. Nos biais cognitifs nous poussent à rechercher des choses qui au fond ne nous rendent pas plus heureux. Si nous voulons vraiment être heureux, comprendre que nous sommes tous sujets à des biais cognitifs déformant notre perception de la réalité est déjà un énorme pas en avant. Prendre du recul sur ce que nous pensons désirer, questionner nos choix et nos priorités et surtout nous recentrer sur ce qui compte vraiment nous aide à déjouer toutes ces illusions du cerveau, l'essentiel étant de toujours faire les choix les plus éclairés possibles. Si l'étude d'Harvard nous a appris une chose essentielle, c'est que la qualité de nos relations est un facteur déterminant pour une vie épanouie. Pourtant, la solitude est aujourd'hui un problème de santé publique grandissant. En France, un adulte sur 4 se sent seul, et 11% n'ont personne à qui se confier. Aux États-Unis, la solitude chronique augmente de 29% le risque de maladie cardiaque, et de 32% le risque d'AVC. Et selon une étude de 2010, l'isolement social est aussi nocif pour la santé que de fumer 15 cigarettes par jour. Jamais nous n'avons été aussi connectés, et pourtant jamais nous n'avons été aussi seuls. Mais loin de moi l'idée de vous déprimer, cette solitude n'est pas une fatalité, elle est un signal. Un rappel que derrière nos écrans et nos rythmes effrénés, l'essentiel demeure. S'il nous appartient de déconstruire nos biais, de ne plus nous laisser entraîner dans une quête illusoire du bonheur fondée sur l'argent, la réussite ou la reconnaissance, alors nous réalisons une vérité essentielle. Le bonheur est une aventure profondément humaine. Aussi intime soit-il, c'est un but que nous recherchons tous. Il dépend de nous, mais aussi des autres. Et je ne sais pas vous, mais je trouve personnellement qu'il y a quelque chose d'assez rassurant dans le fait de savoir que le bonheur, avant même d'être une quête individuelle, c'est une aventure collective. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'ici pour cette première vidéo de la chaîne, je suis super content de commencer cette aventure. C'est très humblement que je vais vous demander de liker ou de partager cette vidéo si elle vous a plu, mais surtout de commenter. Je suis hyper ouvert à vos critiques, conseils et autres remarques qui me permettraient de m'améliorer pour les prochaines fois. Si le thème de cette vidéo en particulier vous a plu, je ne peux que vous conseiller de lire The Good Life par les directeurs actuels de l'étude d'Harvard. Et bien entendu, toute la bibliographie et les sources utilisées dans cette vidéo se trouvent en description. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous plein de bonheur. Bye.